Nouveau temps d'information sur RTI 1. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres au sommaire de ce journal. Les ministres gouverneurs de districts autonomes invités à une réunion hier au palais présidentiel. Le chef de l'État a rappelé l'importance de la dernière décentralisation, le rôle des districts dans le développement local et également l'exécution du programme de gouvernement Une Côte d'Ivoire solidaire. Sécurité routière, un mois après le lancement de la campagne de sensibilisation aux règles de sécurité au volant, il est constaté une baisse de 30% des accidents, un premier bilan développé au cours de cette édition. Et les attentats du 13 novembre 2015 en France, le principal accusé, Salah Abdeslam, a été entendu ce mercredi, 6e jour du procès sur ces événements qui ont endeuillé la France. Selon lui, l'attaque était une réponse à l'intervention militaire française contre le groupe État islamique. Bienvenue dans ce 23h. Les ministres gouverneurs de districts autonomes avaient rendez-vous hier au palais présidentiel de la République. Une réunion avec le chef de l'État au cours de laquelle a été rappelé les objectifs de la dernière décentralisation, le rôle principal du district autonome dans la stratégie de développement local, cela conformément au programme du gouvernement Une Côte d'Ivoire solidaire, suivant le récit de la rencontre avec Jérôme Kofi Abola. Ils sont accueillis en tant que ministres-gouverneurs de districts autonomes ce mardi au palais présidentiel. Au nombre de 14, ils sont venus échanger avec le président de la République, Alassane Ouattara, en présence de quelques membres du gouvernement. C'est la première rencontre du genre qui, pour ces ministres-gouverneurs, est comme une opportunité de recevoir leur feuille de route s'agissant de la mission qui est la leur. Je puis affirmer sans risque de me tromper qu'avec vous, Excellence, Monsieur le Président de la République, les collectivités territoriales ivoiriennes sont en train d'écrire les meilleures pages de leur histoire. En effet, vous leur avez impulsé une dynamique nouvelle, en faisant d'elles des outils de base de la réalisation de votre ambition pour une Côte d'Ivoire développée de façon équilibrée et partagée. À votre appel, Excellence, Monsieur le Président de la République, ils ont tous répondu présents, tous prêts à écouter les orientations qu'il vous plaira de leur donner. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ma qualité de ministre de l'Intérieur, je serai le plus attentif afin que, bien imprégné de vos instructions, j'en suive la mise en œuvre par tous avec plus d'efficacité. En prenant la parole au nom de ses camarades, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, s'est montré rassurant quant à la détermination de chacun à œuvrer pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire, tel que voulu par le président de la République, Alassane Ouattara. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de tous les ministres-gouverneurs, je vous prie d'accepter notre profonde reconnaissance pour cet honneur immense qui est fait à chacun de nous, de pouvoir continuer de travailler à vos côtés et aux côtés de M. le Premier ministre, Jérôme Patrick Achi, chef du gouvernement, qui assure notre tutelle et qui nous encourage en permanence. Nos responsabilités telles que nous les entrevoyons ne rentrent ni en conflit avec quelque structure que ce soit, ni en compétition avec les institutions de l'État, mais favorisent pour ceux qui savent comprendre la complémentarité et l'optimisation. La fonction de ministre-gouverneur est un condensé de l'action gouvernementale, un instrument relais des aspirations profondes des populations du point de vue des actions concrètes sur le terrain et le reflet affirmé du chef de l'État de mettre en œuvre de manière directe et ajustée sa vision du développement de la nation dans toutes ses composantes vectorielles. Le chef de l'État, en ce qui le concerne, a indiqué ne pas avoir de doute sur la qualité des personnalités choisies comme ministre-gouverneur de district autonome. Votre nomination en tant que ministre-gouverneur est la reconnaissance non seulement de votre compétence, mais de cette expérience. Et aussi, je sais pour beaucoup d'entre vous, votre connaissance des questions de développement local dans nos districts respectifs. Comme vous le savez, nous avons de grands projets d'infrastructure qui vont au-delà des régions
Et donc, il était tout à fait normal que nous ayons des personnalités d'expérience pour la coordination entre plusieurs régions. Madame et Messieurs les ministres-gouverneurs, les textes adoptés pour la création des districts autonomes, notamment les différents décrets d'application, précisent les missions et les modalités de fonctionnement du district autonome. Ces textes permettent d'éviter tout chevauchement dans les attributions des différents acteurs du développement local. Ainsi, je vous propose d'exercer vos missions et vos attributions dans le strict respect de celles dévolues aux autres collectivités territoriales et aux entités ou services déconcentrés. Les missions de suivi, de coordination, de supervision doivent être au centre de votre action dans vos districts respectifs. Le décret portant création de 12 districts autonomes, en plus des 2 autres d'Abidjan et de Yamoussoukro, a été pris le 29 juin 2021. Avec les ministres-gouverneurs à la tête de ces entités, le président de la République, Alassane Ouattara, aura chaque année au moins une réunion dite d'évaluation. Tout autre sujet à présent, un colloque a rassemblé à Abidjan les régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée. La régulation des médias en ligne, voilà la préoccupation majeure de cette réunion. Le sujet a aussi fait l'objet d'une rencontre entre le Premier ministre et cette plateforme de régulateurs africains de l'audiovisuel. Nous en parlons avec Sidonie Davila. Après 2 jours de travaux en vue de proposer des stratégies communes de régulation des contenus diffusés par les services de médias audiovisuels en ligne, les conclusions sont présentées au Premier ministre. Pour les participants, c'est un colloque qui a porté ses fruits. Nous disons très souvent que les jeunes Africains, malheureusement, ne sont pas conscients qu'ils laissent des traces numériques de leur vie dans les réseaux sociaux. Et c'est extrêmement important, il faudrait les conscientiser. En plus du cadre réglementaire sur lequel nous réfléchissons, il y a des enjeux de sensibilisation extrêmement importants. Il y a également les fake news, vous savez, qui impactent nos vies politiques, qui impactent nos systèmes politiques. Et sur tout cela, nous devons trouver une solution. Nous avons, disons, élaboré une esquisse, nous allons en faire une ébauche plus tard et peut-être, avant les rencontres de Ouagadougou, travailler vraiment sur un cadre légal qu'on peut appliquer dans nos différents pays. Aucune liberté ne peut être totale. Le régulateur, c'est celui qui fait appliquer des textes. Et nous sommes tous libres dans la limite des textes qui sont édictés donc dans ce cadre-là. Il ne faut pas voir sans cela le gendarme, mais comme son nom l'indique, le régulateur, c'est celui qui permet de faire respecter donc les règles de fonctionnement. Et aucun État, aucune organisation ne peut fonctionner sans règles. Patrick Hachi, pour qui la question de la régulation du secteur de la digitalisation est très importante, souligne la nécessité pour les acteurs d'anticiper. En même temps qu'il constitue une opportunité, il peut constituer également une menace aux libertés individuelles et publiques. Voilà. On souhaite avoir, je dirais, un environnement bien sûr ouvert, mais il faut que cet environnement soit sécurisé. Voilà. Sécurisé, c'est vraiment le mot-clé aujourd'hui de tous ceux qui utilisent la technologie pour pouvoir développer, je dirais, leur économie, leur pays, puisqu'aujourd'hui, le secteur tel que celui de la digitalisation, donc l'économie numérique, est l'un de ceux qui croient le plus au monde, ou qui contribuent en tout cas à la croissance du PIB pour de nombreux pays. La mission, bien sûr, et les réflexions que vous venez, je dirais, de conduire là, entrent directement dans le champ de préoccupation des gouvernants que nous sommes, et notre souci, bien sûr, est de légiférer sur ces questions. Au cours des travaux, les membres de la plateforme des régulateurs de l'audiovisuel des pays membres de l'UEMOA et de la Guinée ont adopté, entre autres, des mesures consensuelles de lutte contre l'exploitation illégale des services audiovisuels via Internet. Les médias traditionnels améliorent leurs services pendant ce temps. La RTI prépare son passage en haute définition, une technologie qui permettra de proposer aux téléspectateurs des programmes d'une qualité sonore meilleure et une excellente résolution des images. Des installations techniques sont d'ailleurs en cours, selon ce reportage de Serge Pakomdidi et Walter Amadou Ouattara.
La télévision en haute définition permet de bénéficier d'une qualité d'image et de son optimale. La radio-télévision ivoirienne RTI se prépare à se mettre à jour de cette révolution numérique. La télévision nationale passe très bientôt de la qualité actuelle à la haute définition. Le président du conseil d'administration et le directeur général de la RTI visitent les installations. L'UIT a imposé de nouvelles normes qu'on appelle HD à tous les médias audiovisuels. La RTI n'a pas échappé. Depuis plus d'1 an, le DG et ses collaborateurs sont au charbon afin de mettre notre groupe à cette norme-là, HD. Et donc, du matériel a été commandé et en plusieurs vagues successives. Il était bon, selon le rapport qu'il nous a fait, qu'on vienne aujourd'hui constater de visu ce qui a été amené et installé. Nous sommes rassurés et nous avons bon espoir que d'ici fin novembre, le basculement en HD au niveau du groupe RTI aura lieu. Les responsables de la RTI promettent donc aux nombreux téléspectateurs des images et une qualité sonore encore plus nette. La Côte d'Ivoire s'apprête à recevoir le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Une réunion entre des délégations sud-africaines et les autorités ivoiriennes compétentes s'est tenue pour préparer cet événement, cette visite d'État pour redynamiser la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud. Un travail préliminaire a été fait par les représentants diplomatiques des deux États. 23 projets d'accords de coopération ont été examinés. Le point de Moussa Konaté. Le président d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, va effectuer une visite d'État en Côte d'Ivoire. Une rencontre diplomatique avec son homologue ivoirien pour redynamiser les relations entre les deux pays. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le président de la République d'Afrique du Sud ont décidé que soit organisé au cours de l'année 2021 d'une part, la première session de la Grande Commission mixte ivoiro-sud-africaine et d'autre part, la visite d'État en Côte d'Ivoire du président sud-africain. Ces deux événements, sauf disposition contraire, se tiendront respectivement au mois d'octobre et au mois de décembre 2021. En prélude de ces rendez-vous diplomatiques, une réunion de haut niveau des ministères ivoiriens et sud-africains en charge des affaires étrangères. 23 projets d'accord qui vont servir d'instruments de coopération sont examinés, dont 16 proposés par la Côte d'Ivoire et 7 par l'Afrique du Sud. Nous avons eu à discuter d'accords, c'est-à-dire mémorandum de compréhension. Et ces mémorandums de compréhension couvrent pratiquement tous les secteurs économiques les plus importants pour nos deux pays. Et nous espérons vraiment que pendant la rencontre de nos deux présidents au mois de décembre, tous ces mémorandums deviendront des accords sûrs. Les deux États se sont engagés à travailler ensemble dans le domaine diplomatique, dans le domaine économique et dans le domaine de la coopération régionale et sous-régionale, et aussi sur le plan international. Donc c'est un engagement fort que les deux pays ont entrepris à l'effet de renforcer davantage la coopération. Pour rappel, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud entretiennent des rapports bilatéraux depuis 1992. Un texte obtient la caution du Sénat ivoirien, une réforme de l'Ordre national des médecins. Pour être en conformité avec les nouvelles mesures de l'UEMOA, il est désormais possible pour les médecins non nationaux appartenant à cette zone sous-régionale, donc à l'UEMOA, d'exercer en Côte d'Ivoire. Kader Sogodogo nous en dit davantage. Pour accéder au Sénat, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimba, traverse le tunnel de désinfection. La Covid-19 sévit fortement actuellement. Les mesures barrières sont plus que jamais d'actualité. Ce pas franchi, Pierre Dimba, peut dérouler les raisons de sa présence. Il est porteur, au nom du président de la République, d'un projet de loi portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Une organisation qui est à la croisée des chemins, qu'il faut remodeler dans son ensemble pour faire une ouverture aux médecins du public dans la gestion. Les réalités nouvelles dans l'espace UEMOA sont également à prendre en considération. Nous avons fait la réforme pour adapter le fonctionnement à la réalité du terrain. D'abord, la première
innovation, c'est qu'on a supprimé les conseils départementaux, parce qu'au niveau des régions, nous disposons donc d'un vivier important où on peut avoir des bureaux qui puissent vraiment animer l'ordre et surtout faire l'exercice du contrôle du métier de médecin. La deuxième innovation, c'est la libre circulation du personnel médical, mais spécifiquement les médecins, dans l'espace UEMOA. Vous savez, l'espace UEMOA est un espace économique où tous les citoyens doivent pouvoir circuler librement et exercer. Et il était important que nos tests s'alignent à cette directive. Le dernier élément, c'est que vous voyez, depuis 2014, un test de loi a été pris pour instaurer donc, la couverture maladie universelle, pour accroître l'accessibilité des populations aux soins de santé. Partout en Côte d'Ivoire, là où on se trouve, on doit pouvoir bénéficier des services de santé. Et donc, il est important que tous ceux qui exercent sur le territoire puissent être inscrits à l'ordre pour que les actes qu'ils posent soient couverts par l'ordre. En tout cas, les sénateurs membres de la Commission des affaires sociales et culturelles ont validé à l'unanimité la réforme de l'Ordre national des médecins de Côte d'Ivoire. Place bientôt à la plénière pour son adoption définitive. Voyons à présent le point de la pandémie de coronavirus à cette date. Ce 15 septembre, il est enregistré 115 nouveaux cas de Covid-19, 101 nouvelles guérisons et 6 cas de décès, des chiffres qui renvoient à un total de 58 341 cas confirmés, dont 56 245 personnes guéries, 540 personnes décédées et 1556 cas actifs. Au moins 1 620 480 doses de vaccins anti-Covid ont été administrées à cette date pour lutter contre la pandémie. Veillons tous au respect des mesures barrières. Et on s'engage contre la Covid-19, mais aussi contre la corruption dans notre pays. Le ministère de la fonction publique souhaite éradiquer ces pratiques de l'administration ivoirienne. Un atelier s'est ouvert à ce propos ce matin. On en parle avec Grace Kando. L'administration publique ivoirienne souffre de plusieurs maux liés à la corruption. Les agents qui sont chargés d'établir des actes, moyennant des pots de vin, peuvent établir des actes plus rapidement pour certains usagers que pour d'autres. Ça crée une inégalité entre les usagers. Il y a également les concours. Il y a toute la chaîne. Il y a bien sûr la structure qui organise, mais il y a les surveillants qui viennent d'autres secteurs. Il y a les correcteurs. Ce sont autant d'endroits où il peut y avoir la corruption. Pour changer la donne, les inspecteurs généraux des différents ministères sont réunis en atelier. Occasion pour le ministre de la Promotion de la bonne gouvernance de faire le point sur la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire se classe 104e de 180 territoires à travers le monde et 20e en Afrique. L'administration publique est en première ligne dans le cadre de la lutte contre la corruption parce que c'est au sein de l'administration publique que cette corruption est négativement perçue et nous donnons donc ce rang de 36 sur 100. Notre objectif, c'est d'aboutir dans les 12 prochains mois à au moins 50 sur 100 qui reste la moyenne au niveau mondial. Cette initiative du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration vise à impliquer les inspecteurs généraux dans la lutte contre la corruption. Au terme de cet atelier, je reste convaincu que les services d'inspection générale de nos ministères et institutions seront aptes à jouer pleinement leur rôle dans cette lutte commune contre ce mal pernicieux, véritable frein au développement des nations et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Les premiers résultats attendus de cet atelier de réflexion devront être immédiatement perceptibles dans la qualité des relations avec les usagers clients grâce à la confiance légitime retrouvée. La rencontre sur la lutte contre la corruption s'inscrit dans l'acte 6 du schéma directeur de la réforme des finances publiques. La sécurité routière à présent pour la sécurité sur les routes. Une campagne nationale de sensibilisation est en cours et en un mois d'exécution, une baisse de 30% des accidents a été constatée. Jean-Marc Djadji rapporte ce bilan.
Baisse de 30% des accidents de la circulation sur nos routes en un mois. C'est le bilan de la sensibilisation, phase 1, du déploiement de la stratégie nationale pour la sécurité routière 2021-2025. Conclusion validée par les acteurs impliqués dans la lutte contre l'incivisme routier. Satisfaits de cette campagne, les transporteurs et usagers de la route ont aussi fait part des problèmes, notamment la lenteur dans l'acquisition des documents administratifs et des abus de certains agents des forces de l'ordre. Les transporteurs dans leur ensemble ne rejettent pas la stratégie sectorielle de la sécurité routière, mais les transporteurs ont tenu à relever un certain nombre de préoccupations au niveau des contrôles routiers. Nous avons constaté une multiplication des points de contrôle routier qui n'est pas conforme au décret du gouvernement qui institue 33 points de contrôle routier. 65% des véhicules qui étaient empruntés par les usagers de la route, ça veut dire qu'ils étaient en insécurité totale. C'est-à-dire même en cas d'accident, vous ne pouvez pas être dédommagé parce que le véhicule n'est pas en règle. Le ministère des Transports s'engage à prendre des dispositions afin de faciliter la régularisation des immatriculations et production de cartes grises. L'institution exhorte pleinement les acteurs du transport routier à s'impliquer davantage dans la lutte contre l'insécurité routière. On a vu que beaucoup de nos concitoyens sont partis pour faire proposer leur plaque. Donc en même temps, nous sommes conscients aussi qu'il faut prendre des dispositions pour que ceux qui avaient des reçus depuis longtemps ne puissent pas, n'est-ce pas, être pénalisés. On constate l'amélioration dans les comportements de nos concitoyens. Nous avons reçu au ministère des Transports plusieurs appels, plusieurs écrits nous encourageant. Lancée le mardi 10 août 2021, la campagne nationale de sensibilisation pour la sécurité routière a pris fin le lundi 6 septembre 2021. L'armée de l'air de Côte d'Ivoire est en deuil depuis la mort de 5 de ses membres dans un crash d'hélicoptère. Près d'une semaine après ce drame, le chef d'état-major des armées a apporté la compassion et la solidarité de l'ensemble des forces de défense et de sécurité à l'armée de l'air. Abou Sanogo. Ce sont des hommes encore affligés par la disparition tragique de leurs frères d'armes qui ont accueilli le général de corps d'armée Lassina Doumbia, chef d'état-major général des armées, à la place d'armes de l'état-major de l'armée de l'air en cette matinée de mardi. Pour l'occasion, l'ensemble des personnels, pilotes, mécaniciens, basiers et fusiliers se sont rassemblés en grand nombre, unis dans la douleur, mais solidaires dans la détermination pour entendre le mot de leur chef. Au nom de tous vos frères d'armes, de toutes les autres armées, de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, je voudrais vous assurer de tout notre soutien. Je voudrais aussi vous présenter tous nos encouragements, parce que ce qui est survenu ne peut pas nous arrêter. Nous souhaitons que cela ne se reproduise plus. Mais même si cela devrait encore nous arriver, il nous faudra toujours repartir et encore repartir. La nation compte sur nous. Les populations comptent sur nous. L'État de Côte d'Ivoire compte sur nous. Le chef d'état-major général des armées a insisté sur la poursuite des recherches dans cette zone difficile parce que marécageuse. De tous les éléments qui permettront de déterminer les circonstances de l'accident et en tirer tous les enseignements nécessaires à la conduite des opérations futures. Nous ferons tout ce qui est à notre possible pour retrouver les 2 boîtes noires. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la montée des eaux, ça devient de plus en plus difficile de poursuivre les fouilles, de poursuivre les recherches. Mais je mettrai point d'honneur à ce que ces 2 boîtes noires soient retrouvées. Évoquant certains commentaires tendancieux entendus lors de cet épisode, le général de corps d'armée Lassina Doumbia a encouragé ces hommes à continuer et à ne pas en tenir compte. Certains m'ont fait savoir que vous étiez quelque peu choqués par certains propos qui se tenaient sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas là-bas que nous devons aller chercher nos informations. Ce n'est pas là-bas que nous devons aller chercher la force pour aller au combat. Ce n'est pas là-bas que nous devons aller chercher tout le courage légitime pour faire face à l'ennemi. C'est à des hommes déterminés et résilients que le chef d'état-major général des armées a réitéré la compassion de tous les frères d'armes
prêt à poursuivre la mission de sécurisation totale de l'ensemble du territoire contre les groupes armés terroristes. Restons dans les rangs de l'armée. L'école militaire préparatoire de Bingerville a accueilli ce matin la cérémonie de passation de commandement entre le lieutenant-colonel d'en haut Josué Parfait, chef de corps sortant, et le colonel Bess Joseph Arthur Olivier. Ce dernier a reçu le drapeau de l'école des mains du chef d'état-major général des armées et il en assurera la garde le temps de son commandement. Il s'est engagé à cette occasion à mettre l'accent sur la discipline. Sécurité au niveau régional à présent, une réunion des experts des pays membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest se tient à Abidjan dans le cadre d'un atelier. Il s'agira de valider le guide d'harmonisation entre la convention de la CEDEAO sur les armes légères et de petit calibre et le traité sur le commerce des armes. Il servira de cadre juridique au sein des pays membres de la région ouest-africaine. Cet atelier est organisé par la CEDEAO et l'agence de coopération allemande. La 4e édition du Salon international des inventions d'Abidjan Innova, dénommée Abidjan Innova, se prépare. Elle aura lieu du 31 mars au 22 avril prochain au Palais de la Culture de Trècheville. Plus de 100 inventeurs et innovateurs sont attendus à cet événement. Ils participeront sous le thème « La valorisation des inventions et innovations, une affaire d'État ». C'est un projet porté par la Fédération des inventeurs et innovateurs de Côte d'Ivoire. Il a été lancé au district d'Abidjan hier au cours de la célébration de la 22e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle. D'autres créateurs sont également suivis par nos autorités. Il s'agit des artisans. Ceux installés dans la commune de Cocody ont reçu leur ministre de tutelle, Félix Anoblé. Il a pu voir les conditions de travail de ces artisans et d'y avoir la vision plus claire pour les accompagner donc ces entrepreneurs au développement de leur secteur. Marie-Ange Kouakou et Cheikh Koné. Jean Awa travaille dans la maroquinerie. Il fabrique des chaussures, des sacs, des cartables et des ceintures à la main. Pour le maroquinier, son rêve est de créer une véritable industrie dans le pays. Mais il traverse de nombreuses difficultés. Nos difficultés, c'est l'approvisionnement en matière d'œuvre, en matière en fourniture et en accessoires. Parce qu'il faut passer aux commandes depuis l'extérieur. Nous n'avons pas le cuir de premier choix, c'est le cuir de second choix. Mais qu'on essaie toujours, avec beaucoup d'imagination, d'apporter une solution toujours pour satisfaire les besoins du marché. Comme Jean Awa, le maître artisan Kokoa Wenceslas fabrique uniquement des chaussures. Il souhaite transmettre son savoir-faire aux jeunes apprenants. Nous avons un projet de mettre sur place une école de formation professionnelle concernant la chaussure. Pourquoi pas même insérer ça dans l'enseignement secondaire pour qu'il y ait encore plus d'avantages des hommes de métier dans le pays. Comment rendre cette petite entreprise en moyenne entreprise et mettre le cap sur l'industrialisation? C'est l'objectif de cette visite du ministre Anoblé aux artisans de Cocody pour s'imprégner de leur réalité. Notre rôle en tant que ministre de l'artisanat est de pouvoir aller vers ce savoir-faire et voir les possibilités pour le gouvernement d'accompagner ces différentes entreprises-là qui sont véritablement spécialistes dans leur domaine de compétences et qui ont besoin véritablement de l'accompagnement de l'État pour réussir à faire en sorte qu'ils aient de véritables industries de fabrication dans leur domaine. En Côte d'Ivoire, le secteur informel occupe environ 70% dans l'économie nationale, comme la plupart des pays en voie de développement. Une information hors de chez nous. Ce mercredi, en Centrafrique, l'ONU a décidé du retrait de 450 casques bleus gabonais présents dans ce pays après des accusations d'exploitation et d'abus sexuels. Et une enquête a été ouverte par le Gabon. La MINUSCA a invoqué des allégations d'abus sexuels sur 5 filles dans une localité du centre de la Centrafrique. Et l'ONU à New York a insisté sur le fait que sa décision est également fondée sur des faits plus anciens. Les accusations contre les casques bleus sont récurrentes en Centrafrique. Certains contingents ont été jusque-là retirés par le passé, mais aucune enquête n'a abouti et à des condamnations à ce jour, du moins publiquement.
Ce mercredi 15 septembre en France, le 6e jour du procès des attentats du 13 novembre 2015, invité à prendre la parole par le président de la Cour en début d'audience, Alaa Abdeslam, le principal accusé, a justifié les attentats menés par l'intervention militaire de la France contre le groupe État islamique. La Cour, qui n'interrogera pas les accusés avant novembre sur leur personnalité et en 2022, sur fond du dossier, souhaitait une déclaration spontanée résumant leur position sur les faits qui leur sont reprochés. Voilà qui met un terme à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur RTI1. Allô?